invité cette semaine, le légendaire Pierre Houde. Pierre, merci d'être ici. Ben, je suis très heureux d'être avec le légendaire Mathias Brunet. Oui, c'est ça. Écoute, c'est drôle parce que juste avant d'entrer en ondes, tu disais que tu m'as rappelé des drôles de souvenirs et tu m'as fait peur. Tu as dit que tu avais retrouvé des articles à l'époque où je faisais une chronique sur les médias, Antenne. Oui. Qui pourrait plus se faire aujourd'hui, écoute, avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, ben, il y a quelques semaines, avec TVA Sport et Olivier Niquet et tout ça. Ça brassait dans le temps, mais ça se ferait plus aujourd'hui, là. Ben, écoute, je pense que c'était autre époque, autre temps, autre mœurs. La télé sportive, à l'époque, il faut dire, était vraiment dans son explosion. Oui. Tu dis ça brassait. Ça brassait en partie parce que tu avais un nouveau joueur qui s'appelait RDS. Fait que tu commences, à ce moment-là, tu commençais, fait que j'ai été fin, j'ai été correct. Oui, tu as beaucoup écrit sur les débuts d'RDS. Robert Duguay, ton collègue de la presse. Oui. Mario Brisebois, notre regretté ami Mario au Journal de Montréal. Et vous étiez très objectif et vous étiez très critique. Alors, ça, c'est correct et c'est ce qu'il faut. Mais par ricochet, vous nous avez aidé aussi à mettre au monde RDS parce que c'était pas évident de partir cette aventure, de la mettre au monde et surtout de la garder en vie. Oui. Plusieurs personnes nous disaient qu'on n'allait pas durer 6 mois et ça fait 37 ans que ça dure. Ouais. J'ai le goût de te poser une question qui va, je sais pas si elle va être difficile ou pas. On est en pleine série éliminatoire. Es-tu comme un lion en cage? Comment tu vis ça? C'est pas lion en cage comme tel, Mathias, mais je vis un certain, comme on dit, donc, une certaine émotion. Je vais le dire au sens large. Parce que j'en veux à personne, je jalouse personne. On a perdu les droits nationaux il y a 12 ans. Et si on les a perdus, c'est qu'il y a un réseau qui les a obtenus de plein droit, très légitimement. Mais je suis pilote d'avion. C'est comme si tu amenais l'avion en finale, mais tu n'avais pas le droit de l'atterrir. tu te prives de ton plus beau moment comme pilote d'avion. Ah, c'est l'atterrissage qui est le plus fun. Oui, ça vraiment. C'est ce qu'il y a de plus revalorisant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais de plus revalorisant aussi. Fait que j'utilise souvent cette figure de style. Le bateau. Tu amènes le bateau, mais tu ne l'amènes pas au port. Mais après 12 ans... On a une meilleure carapace. Ouais. Mais il y a quand même une certaine mélancolie qui s'installe à chaque année. Puis tu fais quoi? Tu les regardes à télé? Comment ça se passe? Oui, ben, je les regarde avec Lynn, ma conjointe. J'ai connu Lynn il y a 8 ou 9 ans et Lynn avait beaucoup débarqué du hockey. Son père avait joué au hockey senior dans des ligues très sérieuses en Abitibi. Et puis donc, et c'est une ancienne patineuse professionnelle. Ouais. Donc, elle a toujours aimé le hockey, mais elle avait complètement décroché. Et quand on s'est connus, petit à petit, elle a réaccroché. Donc, nous, c'est l'activité de couple. Ah oui, OK. Oui, et puis c'est elle qui est pas mal plus nerveuse que moi quand on regarde les matchs. Et puis elle adore ça maintenant. Alors, elle est convertie à la NFL maintenant. Bon. Elle a embarqué dans les séries mondiales l'an passé. Est-ce qu'elle a le droit à quelques ma-paroles? Puis oui. on va aller à la pause publicitaire? Oui, elle a droit à ça, mais c'est drôle, parce qu'elle elle me le demande pas. Lynn a beaucoup vécu en anglais dans sa vie, donc on regarde beaucoup les reportages en anglais. C'est plus familier pour elle. Et puis, mais elle ne me le demande pas nécessairement. C'est plutôt quand je vais au Centre Bell comme spectateur, ça arrive parfois, Hey Pierre, décris-nous le match. Alors, des fois, je me prête pour 10 secondes là, ou pour 5 secondes. Là, ta vie, tu me disais aussi, ta vie a changé avec Lynn. Tu es un gars qui a habité beaucoup en banlieue. Oui. Puis là, tu es un Montréalais dans l'âme, dans la fibre et dans tout. Là, je suis dans le cœur de Montréal. Oui. Ben, moi, j'ai grandi. D'abord, je suis né à Ville-Saint-Laurent, mais mes parents ont pratiquement ouvert le quartier du Vernet à Laval. On a emménagé en 1958. J'avais 1 an et demi. Et j'ai grandi sur la Rive-Nord. Et quand je me suis marié très jeune, on a continué à habiter sur la Rive-Nord. Et dans une autre réalité et avec la vie familiale et tout ça, je suis resté sur la Rive-Nord, dans la région de Terrebonne et tout ça. Et un jour, j'ai dit non, si je veux vraiment réduire mon stress et si je veux être capable d'avoir une certaine longévité de carrière, je dois venir vivre sur l'île.
Alors, je suis venu vivre sur l'île de Montréal, tout près du parc Jarry. Et ça, je peux te dire, Mathias, ça m'a rappelé tellement de beaux souvenirs d'enfance parce que je suis tellement allé voir jouer les expos au parc Oh, Jarry quand j'étais enfant. J'allais tout seul. Et puis, mais encore là, j'ai réalisé que c'était pas suffisant. Il fallait que je sois proche du Centre Bell. Il fallait que je sois proche des accès vers l'aéroport. Et j'ai emménagé avec Lynn au centre-ville. Et on est tellement heureux. J'aime la vie urbaine. c'est tout un changement. C'est tout un changement. Mais écoute, ça fait 40 quelques années que je voyage sans cesse pour mon travail, autant pour le hockey que pour la F1 à l'époque. Puis tu le sais, quand on voyage, on habite où? On habite en plein cœur de la ville. Oui. Fait que moi, la vie urbaine, j'aime ça et j'y suis habitué en plus. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Puis là, tu marches pour aller au Centre Bell. Oui, en plus, il y a un élément qui est très bon pour la santé. Même quand il fait très froid. Tu mets ta tuque, tes mitaines. Ah puis, oui, beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, oui. À part vraiment des très, très mauvaises journées, j'essaie de marcher le plus possible. Alors, je suis devenu un grand marcheur maintenant. Là. Est-ce qu'il faut que tu te prévois un peu plus de temps parce que les gens doivent vouloir jaser quand tu marches, non? Très bonne question. Des fois, ça arrive aussitôt qu'au coin de Peel et Maisonneuve. Oui. Ça arrive beaucoup sur la grande place de la gare Windsor, Oui. la cour Windsor, évidemment. Des fois, pas du tout. Ça dépend. Et, en fait, il y a souvent une personne qui déclenche le mouvement. Est-ce qu'on peut avoir une photo? Alors là, j'arrête. Évidemment, de bonne grâce. Je me suis toujours prêté à ça avec beaucoup de plaisir. Puis là, ben, t'en prends une deuxième, puis t'en prends une troisième, puis t'en prends une quatrième. Puis, Mais ça peut être des fois gênant parce que tu sais, tu as un horaire, là. Il faut que tu arrives à temps Ouais. de dire aux gens, excusez, je suis pressé. Oui, C'est tout le temps un peu malaisant pareil. ben, c'est sûr. Évidemment, c'est plus facile après un match. Parce que je sors avec tout le monde après le match. Je suis le courant. Alors, ça va arriver beaucoup plus souvent après. Et tu as raison, parce que presque systématiquement, à 16h30, on enregistre une entrevue que vous voyez autour de 18h45, là, avec un joueur du Canadien. On enregistre à 16h30. Donc, il faut être là quand même pour 16h. Tu parlais de Duvernay, où tu as grandi. Je suis curieux de savoir qui était le petit Pierre. Quel genre d'enfant c'était? On connaît évidemment Paul. Vous étiez deux? On a une sœur aussi. Une sœur. Une sœur qui est retraitée de l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent ou Qui de s'appelle? Ville-Saint-Laurent, Joanne. Joanne. Joanne qui a été une des meilleures élèves de Pierre Dufault à ProMédia. Joanne aurait très bien pu faire notre métier aussi, mais c'était difficile pour elle comme troisième dans la famille. Puis la première vraie occasion qu'elle a eue, c'était à la radio francophone de Regina. Joanne n'a comme pas voulu aller vivre cette aventure-là. Donc, mais elle a travaillé dans le milieu des communications. Elle a été longtemps chef de communication de la ville de Saint-Laurent. Et alors, Joanne avait sa chambre, puis moi, ben, je partageais ma chambre avec Paul. Donc, on a été co-chambreurs jusqu'à temps que je quitte le foyer familial. Ah oui. Alors, ça nous a donné des moments assez mémorables que je raconterai un jour parce que j'ai peut-être un projet de livre, là, éventuellement. On me le demande beaucoup. Ben oui. Alors, j'aurai un peu plus d'espace là, pour raconter comment c'était les deux frères dans la même chambre. Mais je peux te dire que notre carrière a beaucoup germé parce qu'on était ensemble dans la même chambre et qu'on, malgré les 3 ans d'écart d'âge qu'on avait, on a partagé très jeune une fascination avec un F majuscule là, pour la radio particulièrement, pour les communications. Puis, est-ce que c'était un rêve déjà jeune des deux ou il y en a un qui rêvait plus que l'autre? Ou... Plus moi peut-être. Paul était déjà imitateur extraordinaire à 9 ans, à 10 ans. On prenait nos bains en rotation. Paul, il avait le droit au premier bain, c'était l'aîné. Puis je l'entendais dans la baignoire à travers la porte, puis il imitait déjà Garneau, puis il imitait René Le Cavalier, puis il imitait Guy Ferron, puis les grands annonceurs de Radio-Canada à l'époque. Et moi, j'étais plus fasciné par
par le plateau, par la production. J'avais même recréé dans ma chambre, ou en fait dans notre chambre, j'avais recréé comme un petit mini-studio pour imiter celui de Jean-Pierre Coallier qui animait les matins à Télémétropole, le Canal 10 à l'époque, dans les années 60. Et quand j'étais tout seul, puis là, je ne dérangeais pas personne, j'animais l'émission de Coallier à 8 ou 9 ans. Puis ça ressemble à quoi, à aménager une chambre? C'est quoi ton micro? T'en as pas vraiment. mais... Coallier faisait, par exemple, il y avait une roulette, puis il faisait l'horoscope. Alors, il tournait sa roulette pour savoir quel signe d'horoscope il allait faire en premier. J'avais fabriqué ma petite roulette en carton. Et puis, je collais des manchettes de journaux sur notre babillard, parce qu'on en avait un dans nos chambres. Coallier faisait à l'époque la revue de presse. Fascinant. Il passait un dessin animé aussi pour les petits gars, les petites filles qui allaient à l'école. J'avais le vieux 8 mm de mon père, puis mon père nous avait acheté des dessins animés. Je passais le dessin animé. J'avais même pas 10 ans quand je faisais tout ça. Ouais. Puis, Paul, lui, quand il entrait dans la chambre, puis il te voyait aller, des fois, il riait de moi, mais ce qu'on a partagé beaucoup, et je pense que l'élément déclencheur a été, à Noël, nos parents nous ont offert chacun petit radio AM à transistor. Et ça venait avec un petit écouteur. Alors, souvent, bonne nuit les gars, bonne nuit. Puis nos parents pensaient qu'on dormait, mais on ne dormait pas. On branchait l'écouteur, puis on allumait le petit radio, puis chacun, on écoutait ce qui se faisait à la radio. On écoutait CKAC, puis on écoutait CKVL, puis on écoutait CJMS, puis CKLM qui était à Laval. Les FM étaient presque inexistants à l'époque, en fait, dans la forme actuelle. Et on veillait des fois, et des fois, on se disait, oh, on attend à minuit, parce qu'on était fascinés qu'il y avait un animateur en direct la nuit. Puis on se disait, ça se peut pas, il fait minuit à 6. C'était George Whalen, à l'époque, qui faisait ça à CKAC. Et là, la fascination, elle est vraiment venue, je pense, surtout là. Là, je pense que c'est là qu'on s'est dit, wow, on n'est pas juste fasciné par ça, on connecte avec cet univers-là, avec cette vie-là. Donc, on est plus des enfants de la radio que des enfants de la télé, nous autres. Mais ça vient d'où? Écoute, tes parents, je ne sais pas. D'abord, leur nom? Paul Senior, oui. Mon père, et Aline, les deux venaient de Ville-Saint-Laurent. Donc, toutes les familles souches sont de Saint-Laurent aussi. On a eu, et avec le recul, c'est encore beaucoup plus facile, on a eu le meilleur mélange possible. Mon père a gagné sa vie pour gagner sa vie. Mon père était un excellent saxophoniste, clarinettiste aussi, et il aurait été un musicien professionnel extraordinaire, mais tu ne gagnais pas ta vie comme musicien à cette époque-là. Et mon père était aussi un amant de la nature. Mon père, la botanique, l'horticulture, il faisait tout seul autour de la maison familiale. Et donc, tout le côté artistique vient assurément de Paul Senior. Mais ma mère était une hyper émotive, une hyper sensible et une hyper rigoureuse dans la langue française, dans les devoirs qu'on devait remettre, la propreté des devoirs, non seulement la rectitude, mais la propreté des devoirs. Et je retiens probablement plus d'elle que Paul et ma sœur. Elle était très verbomotrice aussi. Alors, donc, c'est très clair maintenant dans ma tête qu'on a été chanceux. On a eu le meilleur mélange possible de parents. Et en toile de fond, on a eu des parents qui nous ont jamais freinés. Ils nous ont toujours poussés, par exemple, à toujours être le meilleur possible dans ce qu'on faisait, peu importe ce qu'on allait faire. Ils tenaient à ce qu'on termine nos études. Les 3 enfants, on a terminé l'université. Et puis, mais ils n'ont jamais mis de bâton dans les roues pour nos carrières. Alors, c'est un héritage exceptionnel qu'ils nous ont laissé tous les deux. Tu sais, on connaît tous Paul Oud, Pierre Oud. On sait que c'était des frères. Est-ce que vous êtes restés proches ou les carrières vous ont éloignés? Et merci de poser cette question-là parce que je commence à avoir des réponses. Paul a quitté il y a 2 ans. Puis mon père, quand mon père est mort l'année d'avant, j'ai eu un gros deuil émotif. Là. J'étais à Vegas en plus pour le hockey. Et mon père est décédé quand j'étais là-bas. Ça a été,
très explosif sur le plan émotif. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait tellement mal. Paul, c'est un petit peu tous les jours. Et ça va exactement dans le sens de la relation qu'on avait. Autant dans nos horaires respectifs que dans nos vies respectives, que dans qui nous sommes intrinsèquement, on ne pouvait pas avoir une relation proche. Ah non? Une relation... OK, je recommence. Une relation proche dans le sens fréquence. Fréquence d'aller chez un, puis d'aller chez Oui. l'autre, puis d'aller souper ensemble. Puis Paul, c'était pas vraiment ce qu'il aimait. Paul aimait être renfermé dans son bureau, chez lui. Oui. Puis il l'a dit souvent. Hein? Ses fins de semaine étaient plates comme la lune parce qu'il restait renfermé. Ben, après avoir été obligé de partager une chambre avec son frère pendant toutes ces années-là, là, il voulait avoir sa chambre seule. Ben, puis moi, je me suis marié très jeune d'un premier mariage parce que je le réalise aujourd'hui, j'ai tout fait chez moi. Et malgré les meilleurs parents du monde, puis j'adore Paul, puis j'adore ma sœur, j'ai tout fait à 18 ans. Je me suis marié à 20 ans ou 21 ans pour quitter la maison. Mais ce qu'on a eu comme relation, c'est la relation qui était peut-être la plus adéquate pour nous deux. C'est qu'on se contactait souvent par message texte, par courriel. Et on était tous les deux dans le même genre de dérision. Les gens connaissent peut-être un peu moins ce côté-là de moi, mais je suis très caricatural aussi. Je suis très autodérisoire aussi. Paul puis moi, on n'a jamais pris la vie très au sérieux, mais on ne s'est jamais pris très au sérieux non plus, tout en essayant d'être le meilleur possible dans notre travail. Donc, et surtout dans les dernières années, là, des fois, j'étais seul au lit, puis j'étais insomniaque, puis Paul aussi. On s'envoyait toutes sortes de vieilles manchettes de journaux qu'on trouvait. On échangeait sur ceci, sur cela. On éclatait de rire à distance. C'est plus ce genre de relation que j'ai eue avec Paul qu'une relation de présence comme telle. Mais ce que tu disais tantôt, c'est que c'est un vide au quotidien. C'est un vide au quotidien. Puis Paul est décédé, j'étais dans l'auto, je m'en allais décrire le premier Grand Prix de la saison il y a 2 ans, le Grand Prix de Bahreïn. Et le hasard fait que c'est son deuxième fils, Carl, qui est notre metteur en ondes à RDS pour la F1. Et puis, Paul avait été hospitalisé, puis il avait été opéré pour son cancer. En fait, c'était pas un cancer, c'était une masse au cerveau. Et puis, j'avais pas eu de nouvelles. Alors, j'essayais de rejoindre Carl en disant, écoute, je m'en viens, il est 6 heures, on vient me faire une mise à jour sur ton père. Et il me dit... et là, il ne me répondait pas. Il m'a rappelé par la suite, puis là, il m'a appris que Paul venait de décéder. Et là, je suis dans l'auto, je suis sur Saint-Urbain, vers le sud, puis j'ai perdu le fil de ma vie. Dieu merci, il était très tôt. Mais en fait, je voyais les feux rouges, je m'arrêtais au feu rouge, mais j'ai comme perdu le fil. Et là, je fais quoi? Je suis en onde dans 1 heure. Tu as perdu comme le contact avec la réalité. Exactement. Et ce qui m'a ramené, c'est, OK, Pierre, tu es en onde dans 1 heure. Appelle ton réalisateur. Et là, j'ai appelé Dario. Je dis, écoute, mon frère vient de décéder. Ben, il dit, retourne-toi-en. Je dis, ben non, je pense que j'aimerais mieux m'en venir à RDS. Ah oui. Ouais. Et ça a été la meilleure décision. Pourquoi? Parce que c'est ma famille, ma deuxième famille. Et je suis désolé, j'ai eu le réconfort et j'ai eu en même temps une sérénité et une paix d'aller décrire le Grand Prix pendant 2 heures. Et ça a été un des meilleurs de ma vie. Je pense une de mes meilleures performances de ma vie. Puis je me disais, si ça avait été l'inverse, j'aurais aimé ça que Paul aille faire son émission aussi. Parce que c'est ça qu'on a choisi comme vie professionnelle. Et des fois, c'est pas juste aller chercher une paye. Hein. Tu vas chercher ton refuge. Oui. Tu vas chercher ton soutien, ton réconfort, quelque part ton bonheur. Et donc,
Et après ça, ben là, il a fallu vivre avec la réalité. Ça a été monumental, le départ de Paul. Et là, ben, c'est l'adrénaline. Puis là, après ça, tu dis, OK, quand est-ce que les émotions vont arriver? Quand est-ce que mon moment, comme celui de mon père, quand est-ce que ça va arriver? Puis ça m'est jamais vraiment arrivé. Et ça m'a amené à faire beaucoup de réflexions sur pourquoi ça ne m'arrive pas. Mhm. Mais j'ai réalisé avec le temps que ça m'arrive un petit peu tous les jours. Et ce que j'ai fait en avril, Mathias, en 2024, après le décès de Paul, j'allais être chef d'antenne à RDS pour les Jeux de Paris, et puis j'allais être en studio à Montréal. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais aller visiter les installations olympiques de Paris pour être capable d'en parler plus adéquatement. Mais je vais aller vivre un petit peu mon deuil aussi avec Paul, parce que les Olympiques, ça nous a beaucoup réunis, les frères Hood. Et ça a été une excellente décision de ma part. Ça a comme mis tout ça dans une bien meilleure perspective. Et puis, à part quelques petits soubresauts d'émotions, je m'en excuse, là, comme je viens de voir, je suis très en paix, très serein. Et puis, c'est incroyable les belles choses qui me sont arrivées dans ma vie depuis qu'il est parti. C'est drôle. Ah oui? Ouais. Donc, s'il te protégeait, là. Oui, exactement. Il a toujours été très protecteur, Paul. Ouais. On s'est souvent... Écoute, on était des compétiteurs, comme deux frères. Évidemment. Dans la même chambre, dans le même métier. Oui. Y a-tu un moment, Paris, où tu as un moment plus précis où tu t'es dit, c'est... Ah, écoute, en fait, je pense que c'est dans l'avion, en m'en allant à Paris. J'ai eu comme une grande bouffée de... D'abord, je suis pilote. Hein. Fait, quand je suis en avion, je suis comme... je suis dans mon univers de bonheur. J'ai comme ressenti une quiétude par rapport à lui. Je dis, je fais la bonne chose. Puis je me suis surtout dit, laisse-toi aller. C'est pas obligé de se frapper la tête ses murs. Il n'y a pas un deuil qu'on vit de la même façon. T'sais? Et puis, dans le cas de Paul, ça a été... ça continue encore. Il n'y a pas une fois dans une journée où j'ai pas envie d'y écrire une blague ou d'y envoyer un vieil extrait du Nouvelles Illustrées ou du Éco-Vedette. Et puis, alors, c'est comme ça que ça se passe beaucoup. Et Paris, ça a été une belle... pour les Jeux, ça a été un beau moment. On va y aller avec ta sélection de photos. Ah oui, d'accord. Ah, ben tiens. Ouais. Alors, l'aviation. Oui. Alors, je te présente, s'il te plaît, en bas à gauche, ton invité d'aujourd'hui. Oh! Je te présente à ma gauche mon frère Paul. En haut, Paul Senior, avec sa boucle. Et c'est un cousin de la famille du côté maternel, Pierre Desgroseilliers, qui est avec nous. Et ça, c'est un Vickers Viscount. C'est un avion à hélice fabriqué par Vickers. Air Canada l'utilisait beaucoup. En fait, Air Canada s'appelait Trans-Canada Airlines à l'époque. Et pour ceux qui ne voyageaient pas ou qui n'avaient jamais pris l'avion, pour 4 $, tu pouvais aller faire le tour de Montréal. Alors, mon père nous avait offert comme cadeau d'aller faire le tour de Montréal. Puis évidemment, tu pouvais... Pour 4 $? Pour 4 $ par personne. Puis ça, c'est il y a 30-35 ans, ça. Hein? Pardon? C'est il y a 30-35 ans, ça. Écoute, je te parle, là, moi, j'ai probablement 5 ans là-dessus. Là. Donc, ça fait au moins 60 quelques années. Et puis, c'est ça. L'avion allait se promener un peu, revenait se poser. Et voilà, ça a été mon premier contact. Ça, c'est mon tout premier vol officiel. Ça a été marquant pour toi quand on connaît la suite? Là? Ça a été marquant pour Paul aussi. On a tous les deux été des grands passionnés d'aviation. Puis quand tu habites à Ville-Saint-Laurent, juste dans l'axe de 2-4 gauche, les avions atterrissent à 1000 pieds. Tu passes ton enfance à les regarder passer. Ben, ça aide à développer. Est-ce que ton père voyageait beaucoup? Mon père a voyagé un peu par... il était en quincaillerie, mon père. Il était dans les achats pour le groupe Val-Royal à l'époque, qui était un gros groupe, là. Et puis, alors, il allait dans des conventions, tout ça, mais non, c'était pas un grand voyageur. Mon père était bien à la maison, puis il était bien jouer dans ses fleurs, et puis sur son saxophone, puis sa clarinette. On va y aller avec la deuxième? Ben, je tenais à te présenter celle-là parce que il est arrivé que je travaillais avec Paul. Alors, je te présente Manon Lépine, en haut, le regretté Claude Barry, qui était l'annonceur du soir. Jacques Lemieux, près de l'affiche, avec qui j'ai travaillé Il y a longtemps. des petits airs de Sébastien Delorme, je trouve. Je trouve, hein? Oui. Lynn Rouillé en bas, ben, ton homme serviteur. Là, j'étais à la fois directeur de la station et à la fois animateur de fin de semaine. Georges Potier, que tu as sûrement connu à LCN et tout ça, puis Paul, qui était le morning man. Alors, j'étais un peu le patron de Paul
à CFGL. En fait, j'étais directeur du marketing, mais évidemment, ça influençait la programmation éventuellement. Le cadet était le patron de l'aîné. Ça a été dur, ça. J'ai déjà été directeur des émissions, directement le patron de Paul. C'était difficile. Oui. Difficile. En fait, Ben, ça doit. Mathias, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis diplômé des HEC, mais j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à être patron. J'embauche mal et je suis incapable de congédier. Alors, c'est parce que ça marche pas. Si t'embauches mal, t'es obligé de congédier. Alors, tu vois, dans le fond, j'avais sûrement le talent pour le faire, mais je préfère beaucoup être de ce côté-ci du micro. De très, très belles époques. Ouais. Ah oui, hein? Oui, c'est FGL, une belle époque. Ça, vraiment, c'est ma photo au coup de cœur. Ben, ça doit. Ouais. J'ai vu, puis j'ai dit « wow ». Écoute, ça, c'est 77. Je suis étudiant au HEC. J'ai quitté CKAC, je suis allé au service des sports de CKVL. Et ça, c'est la conférence de presse du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, Gilles allait courir en 77 à Trois-Rivières et il allait courir en Formule Atlantique, évidemment. C'était la vedette. Mais crois-le ou non, il venait d'obtenir un volant pour une course en F1 chez McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans une voiture de l'année précédente. On permettait à l'époque une 3e inscription avec une voiture d'une autre époque. Et donc, on m'a dit, va tout de suite interviewer Gilles, non seulement pour le Grand Prix de Trois-Rivières, mais il va être en F1. Alors, je suis allé là. Et il y a un collègue du Nouvelliste qui a pris cette photo-là et qui me l'a envoyée par courrier. Je l'avais perdue, crois-le ou non. Je l'ai perdue pendant 20 ans, cette photo-là, j'ai fini par la retrouver. Elle était où? Elle était dans une boîte quelque part, dans le fond d'une boîte. Et comme tu vois, j'avais pas mal de cheveux à l'époque. Tu peux pas aller retrouver ça dans ta boîte de courriel là, dans ce temps-là. Là. Non, absolument. On remarque la Craveney, le paquet de Craveney. Le paquet de Craveney, puis Gilles prenait sa bière avec moi. Et ça a été ma première rencontre avec Gilles. Et le hasard a voulu qu'à CKVL, comme directeur de la station, en 82, que j'ai mon vrai souper avec Gilles, parce qu'on était diffuseur de la F1. Et il était venu en promotion à Montréal. Et on l'avait ramené à la station. Richard Morancy, Tom Lapointe, Normand Legault était venu. On était allé manger au resto de l'autre côté de la rue à Verdun avec Gilles parce qu'il avait faim, il voulait manger. Et je ne l'ai jamais revu parce qu'il est décédé la fin de semaine suivante. Et ça a dû être, je sais pas. Moi, je me rappelle où j'étais quand j'ai appris cette tragédie-là. Je sais pas. Toi, te rappelles-tu? Ben, je me rappelle parce que mon patron, moi, je dormais. Et mon patron, mon grand patron, il allait souvent travailler le samedi matin. Il dit, viens-t'en tout de suite. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, Gilles est probablement mort. Et nous, on était complètement impliqués avec la BAT là, dans l'organisation de l'événement. Alors, c'est la cellule de crise. J'ai passé la journée au téléphone, puis Torto travaillait pour nous, Christian Tortora. Et moi, il fallait que je coordonne avec Torto aussi, parce que tous les médias couraient après. Puis Torto essayait d'aider la famille, puis son agent Gaston Parent, l'agent de Gilles, essayait de faire tout ce qu'il fallait. Et nous, on était au cœur de tout ça, et au cœur de la cellule de crise. Et ça a été... imagine-toi, je suis rentré dans l'univers de la F1 dans ce contexte-là, parce que je n'avais jamais vu un Grand Prix sur place avant 82. Et malheureusement, j'ai vu mon premier Grand Prix alors que c'était Patrick Tambay qui pilotait et non c'est-à-dire René Arnoux qui pilotait et non Gilles. C'était Tambay, pardon, Tambay et Arnoux. Tu n'as jamais eu l'occasion de le voir? Gilles en personne en piste. Il est décédé quelques semaines avant le Grand Prix du Canada, qui a été mon premier. Fait que tu n'étais pas encore un passionné de course automobile à ce moment-là? En fait, je commençais à m'y intéresser, mais je suis devenu... La première fois que j'ai vu une F1 en piste, en juin 82, j'ai eu une injection pour le restant de mes jours. Et ça, c'est 77. 82, l'accident de Gilles survient. Puis en 85-86, le hasard a voulu que je devienne le patron du Grand Prix. Pour les plus jeunes, là, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, Gilles Villeneuve, là, on le sait, c'était gros au Québec aussi, en Italie. Encore aujourd'hui. Peux-tu expliquer le phénomène, à quel point c'est gros? Je pense pas que... Il y a plusieurs générations qui ne doivent pas réaliser à quel point c'est... Oui. Mais est-ce que le mot mythe, je pense, c'est le meilleur mot? Oui. Hein? C'est un mythe. En Italie, ah, oui, encore, par exemple. Encore.
Tu vas à Imola, je suis allé souvent au Grand Prix d'Imola, et puis la Ferrari 27, là, c'est encore Gilles. En tout petit, sur des modèles réduits, c'est encore beaucoup Gilles. On n'enlève rien à Jacques, son fils. Écoute, il a été champion du monde. Son père est mort trop jeune. Il allait probablement pouvoir l'être. Mais c'est parce que Gilles avait une sincérité, il y avait une simplicité, mais c'était aussi un kamikaze, mais pas un kamikaze arrangé. C'était sa nature. C'était un foudroyant pilote qui réalisait même pas les limites, parce que les limites, ça faisait partie de son naturel. Mais il sortait de l'auto, puis tu parlais avec lui, c'est comme si tu étais son voisin depuis toujours. Ouais. Alors, je pense qu'il y avait tout ça, et écoute, après 2 semaines chez Ferrari, il était parfaitement trilingue. Il pouvait parler en italien avec tout le monde dans l'usine. Après 2 semaines. Puis, après 2 semaines. Alors, il a été, et il est encore aujourd'hui, un mythe là, pour les tifosi, pour les passionnés d'F1 là-bas. On y va avec la prochaine. Ben écoute, ça, c'est la veille du premier match de hockey diffusé à RDS. Donc, ça, c'est le 15 octobre 89. On a diffusé le premier match le 16. Alors, ils ont dit, il faudrait bien qu'on ait une photo officielle. Alors, on avait les vestons noirs et or à l'époque. Tu avais collé une moustache pour l'occasion? Ah non, mais j'avais coupé la barbe. J'ai déjà porté la barbe. Alors, non, c'était mon look, pour vrai. Et puis, ben, mon premier analyste a été le regretté Yvon Penneau. Et à ma gauche, c'est Denis Caron. Oui. Denis qui vient de Québec, qui a fait beaucoup de télé sportive à Québec et qui était notre premier chef d'antenne à notre premier match. Et donc, le lendemain, le 16 octobre 89, on a diffusé Canadien Capitals au Forum. Mais tu vois, comme les modes reviennent, là, enlève ton veston d'RDS, ta cravate, là. Ouais. Prends ce jeune homme-là, puis promène-toi dans le Malène, là. Tu penses? fites dans le décor. Ah, là. ben, merci. La moustache est revenue Ben, à la écoute, mode. on m'a là. déjà dit, tu as déjà été acteur porno. Ah! J'ai dit non, pas vraiment, mais apparemment que c'était le look, là, enfin. Alors, j'ai dit, ben voilà, c'est... et ça aussi, j'ai retrouvé cette photo-là. Elle allait disparaître dans un conteneur à déchets à RDS. Et mon patron actuel, Charles Perrault, il dit, écoute, quelqu'un est sur le point de se défaire de ça et je pensais que tu aimerais ça l'avoir. Alors, je l'ai récupéré et j'ai repris ça en photo. Super. Ouais. La prochaine? Ah, ben ça, beaucoup d'émotions là aussi. Je pense que ça paraît. Oui. Ça, c'est l'hommage que j'ai reçu en novembre, il y a 2 ans, quand j'ai été intronisé au Temple de la renommée du hockey. Alors, on m'a reçu sur la patinoire. Et quel moment exceptionnel, vraiment. Émouvant, mais en même temps, tu te sens tout petit. C'est dur à dire. T'es fier, t'es tellement heureux, mais tu te sens comme un grain de sable. Et là, je comprends quand les joueurs disent il n'y a pas un amphithéâtre au monde comme celui-là. J'étais très gêné de l'ovation que j'ai reçue. Mais écoute, tu es là, puis tu te sens vraiment tout petit, tu te sens humble, puis tu te sens... mais en même temps, tu te sens transporté. Est-ce que pourquoi je suis là? Est-ce que je mérite vraiment ça? Wow, arrêtez d'applaudir. Là. J'ai juste fait mon travail, je fais juste ce que j'aime. Ça t'a vraiment parcouru l'esprit. Est-ce que je mérite ça? Oui, j'aime pas les honneurs. En fait, je suis pas au-dessus des honneurs. Les honneurs me rendent mal à l'aise. Je vais le dire comme ça. OK. Mais après avoir vécu tout ça, puis maintenant, ben, je suis sur le comité de sélection maintenant pour notre confrérie, en fait, pour notre famille professionnelle. Oui. Alors, ben, c'est à mon tour maintenant de contribuer à ouvrir la porte au Temple de la renommée à des collègues. Est-ce que c'est Chantal dont on voit les mains? Non, c'est les mains de Lynn. C'est Lynn, ça. Oui, Lynn avait... Ils ont coupé Lynn. Ben, en fait, c'est peut-être moi qui ai mal découpé la photo, mais en fait, Lynn et ma fille Michel, qui est bien connue, la MD colorée. Donc, ma fille Michel et son copain étaient aussi sur le tapis rouge ce soir-là. Mais le moment de Lynn va arriver quand même très bientôt. Là. On va aller à la suivante. Ah ben ça, c'est Bruni et moi à Rio. J'étais descripteur des événements, des épreuves d'athlétisme. Et Bruni, on avait eu accès à la piste avant les épreuves. Puis je dis là, Bruni, tu vas venir avec moi, puis on va créer le 100 mètres d'Usain Bolt. Tu vas me donner, on va y aller étape par étape à partir des blocs, puis tu vas me montrer ce que fait Usain Bolt dans un 100 mètres typique.
Et crois-le ou non, j'ai eu le réflexe de partir mon téléphone cellulaire et on a fait une prise. Et j'ai filmé Bruni pendant tout le 100 mètres. Évidemment, on ne l'a pas couru à fond, mais il me montrait comment Bolt restait très bas au départ. Puis à partir du 40 mètres, là, Bolt se déploie. Puis on a passé vraiment des moments exceptionnels. J'ai beaucoup d'affection pour Bruni et toute sa famille. Tu as fait combien de jeux? Parce que là, tu as Là, c'est l'hiver 14. l'hiver et l'été. Ou en tout 14. Ouais. J'en ai sauté quelques-uns là, pour des raisons d'allégeance de réseau. Oui, là. Mais, en effet. ouais. Mais ceux-là ont été très beaux. Écoute, décrire le 100 mètres médaille d'or du Usain Bolt, là, c'est tout un moment dans une carrière. J'en ai une vicieuse. Je sais pas si je devrais, mais si tu avais le choix, là, tu as un choix. Tu peux couvrir le hockey, l'athlétisme ou la F1. Tu peux juste en choisir un. Oh, ben, Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Oui, parce que je pourrais te dire que j'ai craqué pour le ski alpin à Nagano. Là. Tu me donnerais les épreuves de vitesse en Coupe du monde de ski. Là. Complique pas les choses, là. Non, mais Je blague. non, puis je fais exprès, je te taquine en disant ça. C'est sûr que je vais choisir le hockey, Mathias. Parce que, qu'est-ce que tu veux? On a grandi. Je suis un très mauvais patineur. Je sais que toi, tu es un bon joueur. Puis je sais que Hey boy. mais moi, je patine mal. Je patine tout croche. J'ai pas le physique. J'ai pas la coordination. Pourtant, je suis bon en ski, mais sur des patins, je suis nul. Mais je jouais au hockey-ball dans la rue avec Paul, puis moi, j'étais le gardien de but, puis j'étais le plus jeune. Puis c'était toi le gardien en plus, oui, puis j'étais c'est le plus lui jeune. qui était gardien dans les boys. Exact. Oui, tu vois, ça a évolué. C'est sûr que je choisirais le hockey, parce que... Puis en même temps, quand tu deviens la voix du Canadien, ou l'une des voix du Canadien, mais ça fait quand même 37 ans, tu réalises l'impact que ça a. Et l'impact au sens large. L'impact sur les gens, mais l'impact sur ta propre vie aussi. Tu sais. Et as-tu le goût de faire ça encore longtemps? Es-tu fatigué un peu ou pas en tout? Toi, vous allez me sortir de force. Ben, c'est un mélange de tout ça. Je dois être réaliste. Écoute, au moment où on se parle, j'ai 68 ans, je vais avoir 69 ans bientôt. Je suis du bon côté de la génétique. Je suis du côté de Paul Senior. Mon père est décédé presque à 97 ans. Et je suis gâté d'avoir une très bonne génétique, une très forte résistance aussi. Et la mémoire. Je sais que Paul était beaucoup reconnu pour la mémoire, mais je dis modestement que la mienne, elle est encore très, très, très claire, très limpide. Et j'ai encore la passion, surtout. Ouais. Fait que pourquoi arrêter, Mathias? Mais c'est un métier où tu peux continuer aussi. Il faut avoir la passion parce que c'est pas juste se téléporter derrière un micro, c'est les voyagements, c'est c'est toute la préparation, c'est beaucoup de travail. Tu sais, un match de hockey, pour moi, c'est 2 heures minimum là, de préparation. Minimum la journée d'un match. Comme tu dis, il faut se rendre, il faut revenir. Mais moi, je suis en avion, puis je suis heureux. Alors, ça aide ça aussi. Je dors bien dans les hôtels. Je traîne mes vêtements d'entraînement parce qu'on a des gymnases très corrects dans les hôtels maintenant. Alors, il n'y a pas de raison. Et il y a une volonté pour RDS qu'on continue. Maintenant, combien de temps? Écoute, Richard Garneau a fait ses 2 derniers jeux à côté de moi en 2010 et 2012. Et il était déjà passé 80. Là, Richard avait 82, je pense, 82, 83. Et puis, il était encore aussi fébrile, aussi passionné. Alors, pourquoi arrêter? Alors, moi, en autant qu'il y ait une volonté de RDS, et en autant aussi que les téléspectateurs veulent continuer à me suivre Ben oui. et qu'ils continuent à avoir du plaisir à écouter un match ou un événement sportif avec Pierre Houde comme descripteur. Jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. C'est tellement touchant l'affection que je reçois. Et je reçois aussi l'affection beaucoup des jeunes téléspectateurs, des filles et des gars. Ça me touche énormément. Et alors, j'ai envie de continuer encore un bout, mais je ne sais pas combien de temps. Bon. Mais tu sais, tu parles des jeunes aussi. C'est le fun, enfin, pour eux, là. Tu sais, ben, les jeunes, les quarantenaires, les trentenaires qui ont passé leur vie à ne pas avoir grand-chose à part Carey Price, puis un peu Subban. Et là, ils arrivent à une époque où le Canadien gagne. En plus. Puis les jeunes, tu sais, c'est le fun pour eux, là. C'est le fun pour eux, puis c'est le fun pour ton invité d'aujourd'hui, parce que
on n'est pas dans le vestiaire. Moi, je fuis le vestiaire du Canadien, mais on est encore invité à bord de l'avion et on se mêle pas. Là. On a notre zone, les joueurs ont leur zone, mais c'est tellement agréable d'être avec ce groupe-là. Quand j'ai le groupe, là, c'est pas seulement les joueurs. Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef, Kent Hughes, Chantal maintenant qui dirige tout le volet des communications. Ça me rajeunit. ça m'aide à... Pas ça m'aide, c'est un ingrédient supplémentaire à vouloir continuer. Ouais. Je vais te poser une question là, qu'on te pose sur la rue, c'est sûr, puis c'est pas, encore une fois, ça veut pas dire que tu aimes moins les autres non plus. C'est qui le plus fin de la gang? Tu veux dire chez les joueurs? Ouais, Ah, ils sont tous je fins. sais, mais Mais écoute, il y en a un pour qui Lynn et moi, on a beaucoup d'affection, c'est Cole Caulfield. ah oui, Parce que, Cole, là, je vous le dis, là, quand vous le voyez, là, ben, des fois, il est pas de bonne humeur, c'est normal, c'est un athlète professionnel. Mais quand vous le voyez sourire, puis quand il est en entrevue, je peux vous dire qu'il est comme ça dans la vie. Tout à fait par hasard, on était dans un resto, Lynn et moi, il y a quelques mois, et Cole était là avec son père, Paul, que vous avez tous vu en larmes quand il a marqué son 50e but. Et spontanément, il vient nous retrouver à notre table. Pierre, comment ça va? Puis il fait un gros câlin à Lynn et puis tout ça, d'une simplicité, d'une gentillesse. Alors, disons qu'on a un petit coup de cœur pour Cole Caulfield présentement. Mais, tu sais, Mike Matheson, c'est tellement gentil. En fait, Mathias, là, c'est un bon groupe. Je n'essaie pas de vous vendre rien. Je ne travaille pas pour le Canadien. Là. Je travaille pour Pierre Houd et nous, pour à l'époque, RDS. on voyageait dans mon temps. Je suis rendu à dire dans mon temps. On voyageait avec l'équipe. Tu sais, on était tout le temps ensemble dans les avions, les autobus. Fait que les gars les filles qui sont sur le beat maintenant n'ont plus ce pouls-là que tu as encore. Non, parce que dans le vestiaire, évidemment, on parle des vestiaires. Encore là, ça a changé. Ce sont plus des salles d'entrevue maintenant. Alors, mais il faut dire que moi, je me suis toujours fait un point d'honneur de garder ma limite. Je ne suis pas groupie de hockey. En fait, je ne suis pas groupie de sport comme tel. Moi, je suis groupie de mon métier. Et donc, j'aime avoir ma distance avec les joueurs, avec les entraîneurs. Puis, je laisse ça à Marc. Marc, c'est un gardien de but professionnel. Marc a joué avec Martin Saint-Louis. Je laisse ça à Marc. C'est son territoire. Comme Marc me laisse le mien. Les statistiques, la biographie, la préparation, les entrevues, et ainsi de suite. Ça, c'est mon secteur que j'aime. C'est mon secteur de communicateur. La prochaine. Ah ben là, écoute, je suis aux commandes d'un bimoteur. Je n'avais pas ma licence, j'avais pas encore mon notation sur bimoteur, mais j'avais quand même déjà 400 heures de vol. Et sais-tu où on s'en va, là? On est dans un Piper Navajo, et derrière moi, il y a Marc Denis, avec un caméraman et un réalisateur. À droite, il y a le capitaine Jacques, mais il m'a laissé le siège de gauche du capitaine. Et on allait reconduire Marc à Bagotville, parce qu'il allait faire son vol en F-18. On vole en F-18. Marc a été invité par Marc a beaucoup d'amis au Saguenay, hein, évidemment, à cause du junior, à cause de ses allégeances là-bas. Alors, il y a un de ses amis qui a dit, écoute, on a parfois des invités d'honneur dans les F-18. Alors, on a dit, pourquoi est-ce qu'on ne loue pas un avion? Puis moi, je vais t'amener à Bagotville pour ton tour en F-18. Et on est revenu après. Alors, c'est votre humble serviteur qui... Là, c'était à l'aller, j'étais aux communications et à la navigation. J'ai piloté tout seul tout le reste du vol pour revenir. Te promènes-tu pas mal en avion? Bien là, j'ai vendu mon avion, Mathias. Tu avais un avion, oui. On était basé à Mascouche, puis c'était pas loin de chez toi, je pense. Non, moi, j'étais en Mexique, moi. OK, mais tu n'étais pas le long de la 640 à une certaine époque? Non, j'ai été sur le bord d'un lac, au lac Paul. Ah, ben, non, c'est bon, mon erreur, désolé. Pas grave. Mais ils ont fermé l'aéroport, ils ont défait la piste. Alors, mon partenaire et moi, on a vendu l'avion. Donc, je n'ai pas piloté depuis une dizaine d'années maintenant. Tu allais où quand tu prenais l'avion? J'allais faire des matchs des fois, des matchs préparatoires. On avait des matchs à Québec. Alors, si la météo était belle, j'allais avec l'avion. Match des sénateurs, s'il faisait beau, j'allais avec l'avion. Je suis allé visiter mon ami Mario au lac Saint-Jean. Mario Tremblay. Mario Tremblay. Donc, je suis allé à l'aéroport d'Alma. Je suis allé à Rivière-du-Loup. Et puis, mon petit rituel que j'aimais beaucoup, c'était aller bruncher à Bromont. Alors, je décollais de Mascouche.
j'allais atterrir à Bromont, puis souvent, Gaston, le comédien Lepage. Gaston Lepage, arrivait avec son hélicoptère, et puis avec sa conjointe. Et puis là, on jasait, puis on redécollait. Bon. Et quand j'ai eu ma licence de nuit, j'adorais aller voler le soir, quand le soleil était couché. Je partais tout seul, j'allais à Trois-Rivières, à Bromont. C'était une grande évasion. T'aimes ça être haut, toi? Ben, La tribune de presse, dans les airs. oui. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça. Et renfermé dans des cabines. Parce qu'au Centre Bell, on est renfermé dans une Pas que cabine. tu sois claustrophobe. Et non, et surtout pas dans les petits avions. Mais avec le recul, tu vois, j'ai eu beau étudier en gestion. Je réalise aujourd'hui que ça aurait été mon autre vie. Si tu dis remonte là, puis est-ce que tu as 12 choix, 20 choix? Non. Si je suis honnête, j'aurais été vraiment fait pour être pilote de ligne. Mais le destin m'a amené dans une autre cabine. Ben oui. La prochaine. Ah, la voilà. La voilà enfin. On l'a coupée tantôt, mais là, elle est là. Ben écoute, Lynn et moi, on trouve que c'est une de nos plus belles ensemble ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonheur qui T'as l'air heureux là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, elle aussi, là, mais t'as l'air différent. Oui. Ben, pas que t'es pas heureux, mais t'as un visage plus on te connaît un visage professionnel. Oui. Puis là, on dirait qu'on voit on voit Pierre Houd. Ça se peut-tu? Ah ben, ça se peut certainement. On était pas mal au début de notre relation. Et écoute, la vie étant ce qu'elle est, tout le monde a ses hauts et ses bas. C'était des moments difficiles pour moi sur le plan personnel. Et Lynn venait de vaincre le cancer à ce moment-là. Donc, elle venait de sortir de ses radiations et tout ça. Et le destin nous a mis sur notre route. En fait, j'étais son client chez un concessionnaire automobile. Et puis, on a eu un coup de foudre. Bang! Et puis, ça dure. En fait, ça a commencé comme ça il y a 9 ans. Maintenant. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, là, puis j'ai déjà entendu raconter ça, un coup de foudre, là, c'est-tu vraiment bang? Ben, c'est bang, mais dans le contexte où on était tous les deux, je pense, on avait tous les deux besoin de beaucoup de réconfort. Puis son papa aussi, qui a été joueur de hockey dans les ligues seniors en Abitibi, son papa était aussi en fin de vie. Et puis, donc, elle traversait des moments très difficiles. Moi, je sortais aussi de moments très difficiles. Et en terminant la négociation d'un contrat d'une nouvelle voiture, ben, je dis, écoute, bonne chance. Et puis spontanément, elle est venue dans mes bras. Et puis, on n'était plus capable de se laisser. Mais non! Chez le concessionnaire. Ben, parce qu'elle s'en allait à Québec, au chevet de son père. Et puis, je voulais lui donner un peu de réconfort. Puis, elle, dans sa tête, elle disait « Ah, que ça fait du bien. » Puis moi, je disais « Ah, que ça fait du bien. » Puis là, on réalise qu'on n'était plus capable de se laisser. Et puis, on a commencé à habiter ensemble. La COVID est arrivée. Mais attends, là, vous êtes le concessionnaire. Oui, mais elle est dans son bureau quand même. On n'est pas au milieu des autos. Mais là, c'est on se voit quand? Alors, moi, je dis, écoute, je sais que c'est très difficile, puis j'ai beaucoup de compassion pour toi. Puis elle dit, je sais, toi aussi, tu traverses des moments très difficiles. Alors, et je suis plutôt très gêné, moi, dans ces contextes-là, mais c'est sorti tout seul. Je dis, écoute, si ça te tente... Quand on sera sorti de nos problèmes, si ça te tente, allons jaser, puis allons prendre un verre ensemble. Puis, elle m'a écrit de Québec le soir. Son père venait de quitter tout doucement. Ah oui? Oui, parce qu'il était vraiment... Elle a juste eu le temps d'arriver à Québec. Puis elle dit, écoute, mon papa est parti, je suis bien, je suis avec ma famille, puis elle dit, je suis d'accord pour aller prendre un verre avec toi bientôt, là, quand on reviendra à Montréal. On a eu un premier souper, puis... C'est une vie merveilleuse. Ça a été un peu difficile pendant la COVID, là, mais c'était pas mal difficile pour tout le monde. Alors, on a été un couple vivant chacun de son côté pendant un certain temps. Ça a été parfait. J'allais chez Lynn les fins de semaine et ainsi de suite. Et puis, maintenant, on vit ensemble au centre-ville. Je serais tenté de dire ma parole. C'est vraiment ma parole. C'est une belle histoire. Puis, ça arrive à un moment dans la vie où tu dis « Ah, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? » Mais en fait, c'est pas vrai. Dans le fond, tu dis « Ça arrive au moment où tu es capable de l'apprécier au maximum. » Je pense que c'est ça qui ressort de cette photo-là. Alors, je te la proposais. Je te remercie de la partager avec tes gens parce que c'est vrai que je suis très heureux avec Lynn. Et il en reste une? Ah ben ça, c'est ma fille, qui n'a plus tout à fait ce look-là aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la MD colorée.
Michel, elle est omniprésente là, sur les médias sociaux et dans la télé traditionnelle. Mais à l'époque, elle avait les grands cheveux. Là, tu sais, on est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Évidemment, il faut être haut, hein? Oui, on est à Jungfrau. Alors, si tu pars de l'Interlaken en Suisse, et puis tu sais où est la piste de Wengen, de la descente, hein, Ça manque à ma culture. Ben, en mais fait, c'est de. Bon, Wengen, c'est une des grandes étapes là, de la Coupe du monde de ski alpin. Et crois-le ou non, tu vas au sommet avec un train. Un train à crémaillère qui a été, écoute, qui a été conçu il y a je me demande si ça n'a pas 100 ans à peu près. Et puis, donc, c'est vraiment un train tiré par un mécanisme. Il rentre dans la montagne, puis là, tu es dans la noirceur, puis tu es dans le train. Si tu es claustrophobe, t'es mieux de pas aller là. Et puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Et puis à un moment donné, moi, j'avais ma montre de pilote, puis je regarde l'altitude. On était à pratiquement 4000 mètres. wow. Et donc, ça s'appelle Jungfrau. Michel tenait à aller vivre ce moment-là. Puis je trouvais que c'était une de nos belles photos père-fille, celle-là. Je suis très fier de Michel. Elle est médecin spécialiste maintenant en santé publique et elle a une très belle carrière en médias aussi. Vraiment, ça a été une enfant. Ça a été un pur bonheur d'élever cet enfant-là. Mhm. Pas tout seul, là, mais d'élever cet enfant-là. Puis c'est un pur bonheur d'être son père. Vraiment, je suis vraiment chanceux. Je ne pouvais pas choisir meilleure fille, meilleur enfant que Michel. Ça boucle bien notre boucle. Merci pour cette fascinante entrevue et cette grande générosité-là aussi de t'être ouvert comme ça. C'est vraiment touchant. Ben, je vais te retourner le compliment parce que ça veut dire que tu nous fais bien sentir. Et c'est un compliment que je te fais parce que tu as toujours été très généreux pour tes invités. Même à l'époque où tu écrivais, je te le disais tantôt, tu as été important pour nous à RDS dans nos débuts. Tu nous laisses beaucoup de place, puis tu nous incites à ça. Alors, j'espère que vous avez passé des bons moments avec nous, mais j'étais très heureux enfin de pouvoir accepter ton invitation. Je sais que ça a été long. Ben, pendant la saison, évidemment. Écoute, merci. Je vais te retenir encore un petit peu pour nos abonnés. Oui. J'ai quelques petites questions à la dernière heure lundi là, pour essayer d'en avoir un petit peu plus sur ta vie. OK, parfait. Ton film préféré? Je suis très documentaire. Ah, je pensais que tu allais me dire Slapshot après avoir dit je suis pas très... Une passion insoupçonnée. Je suis un drummer, je suis un batteur, je suis un claviériste aussi, puis je joue de la guitare popée. Oh! Je suis un joueur de grosse quilles et j'ai joué compétitif quand j'étais adolescent. Une situation cocasse ou malaisante? Celle que tout le monde me rappelle, c'est Brunet et le beau derrière. Et je me retourne puis je vois plus Yvon Pedneau. Il est en dessous de la table. Ah, il est crampé. Ouais, il est en...